on préfère le savoir-faire extérieur. Ça, c'est une déclaration qui repose sur rien du tout. La réalité, non seulement dans le code des marchés, nous avons une préférence nationale, communautaire, j'allais dire, communautaire, donc les pays de l'UEMOA, il y a une préférence dans un appel d'offres. Nous avons aussi, autant que faire se peut, encouragé, mais j'ai déjà dit l'autre jour à Diamniadio, ceux qui veulent construire, venez, je vous donne les terres demain, il n'y a pas de problème. Vous voulez faire de l'habitat, vous êtes prêt, vous avez un projet bancable, vous venez, on vous donne les terres, vous n'avez besoin ni d'intervention pour l'obtenir, mais depuis que je l'ai dit, il n'y a pas eu de demande. Comment on veut faire ce procès à l'État? Ensuite, même avec les Chinois, moi j'ai demandé qu'il faut de la co-contractualisation avec les entreprises nationales, parce que nous voulons aussi un partenariat gagnant-gagnant avec tous les autres partenaires. Ils viennent souvent d'ailleurs en groupement avec une entreprise sénégalaise. Chaque fois qu'un étranger a gagné, il est obligé maintenant d'être en partenariat avec une entreprise locale. Nos entreprises, il y en a qui sont très bonnes, qui ont fait leurs preuves. En matière de route et de BTP, elles sont présentes partout en Afrique. Elles gagnent des marchés aussi ici. Il est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des seuils qui ont été fixés qui éliminaient les entreprises de moindre envergure. Nous corrigeons aussi. Et nous essayons de faire autant que faire se peut, tout en respectant la législation et le code des marchés, que nous ne pouvons pas aussi dire, bon, c'est le BCI, on sort les entreprises qui ne sont pas sénégalaises. Mais autant que faire se peut, je l'ai dit au gouvernement, aider quand même nos entreprises nationales, surtout quand il s'agit du budget local. C'est normal qu'on les aide. Donc, vraiment, c'est un procès là aussi qui ne tient pas la route. Même le centre de conférence, quand on dit c'est les Turcs, oui, c'est les Turcs, mais les entreprises qui ont fait le bâtiment et tout ça, elles sont sénégalaises. Les ouvriers sont sénégalais. Donc, il ne faut pas qu'on se fasse des illusions ou vraiment un faux procès sur les réalités. Et derrière chaque groupe étranger, il y a des partenaires locaux, que ce soit des architectes, des ingénieurs, des ouvriers, des entreprises locales. Donc, et nous avons d'ailleurs lancé une discussion très intéressante avec le secteur privé. Et le secteur privé a donné toute sa satisfaction lors de l'évaluation, il y a 2 semaines, au Centre international de conférence Abdou Diouf. Secteur privé, dans sa diversité. La société civile a apprécié très positivement ce qui est en train d'être fait. Donc, nous allons poursuivre ce partenariat. Mais vraiment, il n'y a que les gens qui ne font rien, qui disent « ouais, on donne aux autres, aux étrangers ». Ça, ce n'est pas une attitude d'un privé. Mais moi, je suis très sensible au plaidoyer du secteur privé. Et si on peut faire quelque chose pour notre privé national, on le fera. Et ce sera vraiment une règle de conduite permanente. Pour répondre à Alioune Badara Fall de l'Observateur, l'autosuffisance en riz 2017, c'est très possible, puisque nous l'avons fondée sur la base d'analyses et d'études très rigoureuses. Nous sommes partis des surfaces disponibles, emblevables, aussi bien dans la vallée que dans la vallée du fleuve Sénégal, que dans la vallée de l'Anambé, mais surtout aussi les possibilités offertes par la riziculture pluviale. Et nous avons d'emblée fixé les seuils, 60% pour l'agriculture, la riziculture pluviale, 40% pour la riziculture pluviale, donc 60% pour l'irriguer, 60% irrigué, 40% pluvial, dans les bassins, les bas-fonds, les plateaux de riziers. Et les 60% déjà en agriculture irriguée, donc dans la vallée du fleuve et de l'Anambé, nous sommes au moment où je parle à des capacités de l'ordre de plus de 60 000 hectares déjà, au moment où nous parlons. 60 000 hectares avec les rendements que nous faisons en double culture, parce que la double culture consiste à faire une saison pendant l'hivernage et de faire la contre-saison suivante. Donc c'est 2 productions dans l'année. Même 60 000 tonnes, si vous multipliez par 2, vous êtes à 120 000 hectares, donc, toutes choses étant égales par ailleurs. Et si vous multipliez ça par les rendements moyens
au moins de 8 tonnes à l'hectare. On peut aller à 10 tonnes pour faciliter le calcul. Mais les 10 tonnes donneraient 1 200 000 sur 120 000 hectares. Mais on le rabaisse à 8 tonnes, peut-être on peut dire 900 000 tonnes. Rien que sur l'irrigué. Et pareil pour le nérica dans les plateaux et les bas-fonds. Donc si nous respectons la double culture, ce qui suppose une mécanisation parfaite avec non seulement les machines pour la saison agricole, mais aussi les moissonneuses, parce que c'est ça qui prenait du temps. Les moissons dans les rizières, ensuite le traitement du riz, les rizeries, mais aussi la consommation. Dieu merci, les Sénégalais ont répondu à notre appel. Aujourd'hui, je pense que nous n'avons plus de complexe à consommer le riz local. D'ailleurs, Koutia, sur ce plan, je dois lui rendre un hommage. Je sais qu'il n'a pas été tendre, mais je suis très heureux qu'il ait fait, vraiment à travers son génie, la promotion de la consommation du riz de la vallée, du riz local. Et donc, c'est important aujourd'hui que ce riz soit consommé par les Sénégalais. Et donc, nous atteindrons. Moi, je pense que si tout se passe bien, il n'y a aucune raison que nous n'atteignions pas nos objectifs de production et d'autosuffisance en riz. Tout ce qui doit être fait l'a été en termes de mesures tendant à accroître ce potentiel du riz. Donc, soyez rassurés que nous atteindrons ces objectifs. Je pense que les autres problèmes sont pris en compte, les pistes de production, mais également la question de la disponibilité de l'eau, les motopompes, tout cela est vraiment bien engagé. Et donc, soyez rassurés sur cette question. Dernière question posée par Barkaba. Oui, j'ai en partie répondu d'ailleurs. Dakar est devenu une place bancaire plus importante puisque le pays attire. C'est la stabilité, c'est aussi, je pense, la confiance que les uns et les autres ont envers le Sénégal qui justifie cela. Maintenant, nous travaillons pour vraiment essayer de maîtriser les taux de crédit et de les rabaisser autant que faire se peut, mais aussi de prolonger la durée des crédits à la consommation, l'achat de véhicules, l'achat de mobilier, mais aussi les crédits immobiliers pour l'acquisition des maisons, faire en sorte que vraiment notre pays soit financé à travers un système bancaire efficace et crédible. Donc voilà ce que je voulais dire. Je crois que j'ai répondu à vos questions économiques. Oui, Monsieur le Président, une question d'actualité. On a appris aujourd'hui dans le journal Le Témoin qu'il y a 2000 militaires sénégalais qui doivent aller en Arabie Saoudite. On voudrait savoir, est-ce que c'est une décision des Nations Unies, ou bien c'est de l'OCI, ou bien est-ce que l'Assemblée nationale sénégalaise a été consultée pour envoyer des soldats sénégalais en Arabie Saoudite? Pourquoi les soldats sénégalais vont en Arabie Saoudite? Monsieur le Président, si vous le permettez, je vais embrayer sur la même question parce que c'est une question très importante. D'abord, est-ce que vous confirmez l'information parue ce matin dans le Témoin, comme quoi vous vous apprêtez à envoyer nos soldats en Arabie Saoudite? Et si oui, on connaît les liens très forts qui lient le Sénégal à l'Arabie Saoudite, mais avez-vous mesuré tous les risques si on sait que le Moyen-Orient est une région très très compliquée? On sait comment on commence une guerre, mais on ne sait pas quand on la termine. Monsieur le Président, êtes-vous dans les dispositions de faire libérer M. Karim Wade, de lui faire bénéficier de la clémence présidentielle? Si oui, sous quelle forme et suivant quelle modalité? Merci. Habib Mbaye de la RTS. Apparemment, mes deux questions ont été posées. Monsieur le Président, vos tournées économiques sont assimilées à de la politique par l'opposition. Quels sont les arguments que vous pouvez sortir pour contredire cette opposition? La deuxième question, c'est par rapport à la Casamance. Ces temps-ci, la Casamance a repris avec quelques attaques du MFDC, malgré les efforts que vous faites dans cette région du Sénégal. Quel appel lancez-vous, Monsieur le Président,
un énième appel, j'allais dire, au MFDC pour une paix définitive en Casamance? Voilà, Monsieur le Président, depuis votre arrivée au pouvoir, il y a eu une accalmie dans le sud du pays, avec une gestion discrète de la crise casamançaise. Malheureusement, il y a eu des attaques. Peut-on craindre une rupture plutôt de cette dynamique de paix? Également, les sorties du président Yahya Jammeh lors de la célébration de la fête de l'indépendance laissant croire que le Sénégal soutient ses ennemis. Y a-t-il une brouille entre vous deux, pour ne pas dire entre les deux pays? Merci. Monsieur le Président, je reviens. Quelles sont les assurances que vous donnez aux Sénégalais de l'extérieur, qui se plaignent beaucoup ces temps-ci d'ailleurs, sur d'éventuelles hausses du coût des appels entrants? Merci. Voilà, je vous remercie. Vous m'offrez l'occasion de revenir sur la question de l'Arabie Saoudite. À mon retour de Riyad, j'avais indiqué que la situation à la frontière sud du Royaume d'Arabie Saoudite a été au menu des échanges avec le roi Salman, serviteur de 2 saintes mosquées, et que nous en avions discuté. Le Sénégal, comme vous le savez, est un pays ami de l'Arabie Saoudite. Nous avons une diplomatie qui est basée sur des constantes. Ces constantes, c'est une politique de bon voisinage, selon les cercles concentriques. C'est aussi des alliés qui sont des alliés constants depuis notre indépendance. Cette ligne n'a pas changé malgré les changements de régime. L'Arabie Saoudite fait partie de ces pays alliés du Sénégal, tout comme le Maroc, la France, les États-Unis. Ça, ce sont des constantes dans notre diplomatie. Donc tout ce qui touche ces pays nous touche directement. Et dans cela, nous avons étudié la possibilité de participer, je dis bien la possibilité de participer dans la sécurisation des frontières à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Donc, dans un premier temps, il ne s'agit pas pour nous d'aller sur le théâtre yéménite et donc de contribuer à cela. Mais pour que cette décision soit prise, il faut des préalables. Vous savez, on ne peut pas se réveiller, on envoie comme ça des troupes pour étudier le terrain, étudier d'abord la voie juridique, les types d'accords qui peuvent nous lier à l'Arabie Saoudite, et sans en donner une explication aux Sénégalais. Ça peut être, dans ce cas-là, lorsque nous sommes en maintien de l'ordre ou en maintien de la paix, ce sont des dispositions qui ne nécessitent pas forcément une information préalable devant le Parlement. On peut le faire par, disons, courtoisie républicaine, mais ce sont des mesures, par exemple, quand j'envoie des soldats au Mali, je ne suis pas obligé, je ne suis pas tenu d'aller au Parlement, mais je le fais. Je le fais pour l'informer que nos soldats vont aller en devoir de solidarité au Mali pour accompagner un pays ami. Lorsqu'on envoie des soldats dans le cadre des Nations Unies également, on n'a pas besoin, parce qu'ils vont pour le maintien de la paix. Le Sénégal n'est pas en guerre. Il n'est en guerre contre aucun pays au monde. Aucun. Donc je ne fais pas une déclaration de guerre que l'Assemblée doit pouvoir ordonner. Mais lorsque demain, après toutes les études faites entre nos deux armées, entre les diplomates et entre les deux chefs d'État, s'il s'avère que je dois envoyer des troupes, je le ferai. Dans le cadre de cette relation privilégiée. Et si donc la décision est prise, l'information sera donnée. Mais dès qu'on commence à cogiter, les gens, la presse va plus vite que les États. Donc notre devoir, c'est déjà de voir si l'éventualité doit se poser
quelle doit être la posture, quelles mesures doivent être prises et dans quelles conditions cela devra se faire. Nous en sommes là. Et tous ceux qui doivent travailler dans cette posture le font déjà. Les forces armées, le premier chef, les diplomates et voilà, les ambassadeurs et les chefs d'État suivent cette question. Et une fois qu'elle sera cernée sous tous ces angles, en ce moment, la décision pourra être prise. Ce n'est pas encore le cas. Mais nous travaillons à regarder ce que nous pourrons faire dans le cadre de cette coopération entre l'Arabie Saoudite et le Sénégal. Nous ne sommes donc pas dans des oppositions entre sunnites et chiites. Ce n'est pas ça le combat du tout. Nous sommes dans le cadre de relations diplomatiques fortes entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Sénégal. Et si nous l'avons fait déjà avec le Koweït en accompagnant une coalition mondiale à l'époque pour la libération du Koweït. C'est là où nous avions d'ailleurs perdu dans un accident d'avion plus de 93 Djambas. Si le devoir nous appelle à participer à l'intérieur du Royaume d'Arabie Saoudite à la sécurisation des lieux saints ou à la sécurisation de l'espace, certainement le Sénégal pourrait apporter son soutien à l'Arabie Saoudite. Donc voilà où nous en sommes, nous n'en sommes pas encore plus avancés. Donc ce n'est pas les Nations Unies, c'est le Sénégal lui-même qui étudie les voies et moyens d'accompagner un pays ami qui a besoin de son soutien. Pour ce qui concerne la question judiciaire, je voudrais dire que la procédure n'est pas terminée, à ce que je sache. La CREI a donné son arrêt, donc a fini son travail. J'ai suivi avec vous dans la presse les avocats de la défense demander la mise à disposition de cet arrêt, ce qui est tout à fait normal. Moi-même, je me suis renseigné. Le garde des Sceaux m'a fait savoir que le juge avait 1 mois après la lecture de l'arrêt pour pouvoir le rendre disponible. Il était donc dans le délai et il me semble d'ailleurs, peut-être qu'entre hier ou aujourd'hui, normalement, cela devrait être fait. Et si c'est fait, il appartient à la défense de donner la suite. Donc, soit d'accepter telles que les choses ont été, ou alors de faire un pourvoi en cassation. À partir de ce moment, nous sommes toujours dans la procédure. En tant que président de la République, vous comprendrez que je ne puisse pas m'étaler encore une fois sur une procédure qui n'a pas été terminée. Une fois que tout cela sera terminé, je pourrai certainement répondre avec plus de précision à votre question. L'autre question parle de tournée économique versus tournée politique. Vous savez, on ne peut pas échapper aux critiques. Lorsque le président est à l'étranger, on va dire qu'il voyage trop, il prend notre avion, il fait le tour du monde, pendant que les gens ils souffrent. Quand il vient au chevet des populations, on dit qu'il fait la campagne électorale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on doit faire et puis c'est tout. Moi, je pense que ce que je fais là est important pour le Sénégal. C'est important pour les populations. Elles ne le disent pas parce que personne ne les a forcées à venir nous accueillir, à venir exprimer leur solidarité. Quand même, la manière dont elles se manifestent montre qu'il y a de l'espoir. Et nous ne devons pas décevoir cet espoir. Nous ne sommes pas là pour gérer les états d'âme des politiciens. Les politiciens, ils sont dans leur rôle. Ceux qui ne pensent qu'aux élections pour s'asseoir sur un fauteuil, c'est normal qu'ils voient le mal partout. Ils voient la campagne électorale partout. Moi, je suis en tournée économique. Demain, je vais au Dakar de Médina Gounass. Moi, je travaille. Je ne suis pas dans la politique politicienne. Mais ceux qui sont dans la politique, ils peuvent voir la campagne électorale. C'est leur devoir, c'est leur droit le plus absolu. Moi, je pense plutôt aux efforts surhumains que nous faisons sur nous-mêmes. Parfois, avec moins de 2 heures de sommeil par jour, pour être au contact de ces éleveurs, de ces paysans, de ces populations, de ces jeunes, de ces femmes qui ont besoin que leurs préoccupations soient prises en compte. Aux populations de Nganda qui attendent depuis 50 ans, qu'on leur fasse leur route. Vous croyez qu'eux, ils vont voir une campagne électorale dans ma présence ici? Et puis notre présence, elle va susciter et relancer un peu l'économie locale. C'est normal que nous sortions de la capitale, que nous soyons dans les territoires. Et ce n'est pas nouveau. Moi, pendant plusieurs années dans l'opposition, j'ai abandonné les gens à Dakar en train de faire du cinéma.
pour être au cœur du pays. Donc ce n'est pas nouveau. Moi, je suis habitué à cette sortie. Donc il souffre un peu que je continue mes tournées. À l'intérieur, je les continuerai véritablement, parce qu'il me reste d'abord 2 régions pour les conseils des ministres. C'est ma région. J'ai choisi que Fatick soit la dernière à nous accueillir. Et Dakar, il ne faut pas oublier Dakar aussi. C'est certes la capitale du Sénégal, mais c'est aussi une région qui devra bénéficier aussi d'un regard attentif. Et je ferai ce conseil probablement entre Pékin et Guédiawaye et Rufisque. Donc nous allons poursuivre cette tendance. Une fois que j'aurai fini de faire le tour pour les conseils délocalisés, il me reste quand même, je pense, 7 à 8 régions pour les tournées économiques. Et tout ça doit être programmé en fonction de l'hivernage, en fonction des événements, en fonction de l'agenda international. Donc c'est une combinaison très serrée d'ailleurs qui est faite pour que le président soit à la fois au Palais de la République, mais aussi dans les chantiers, dans les régions, et répondre à ses obligations internationales. Donc voilà, ce n'est pas une tournée politique. Maintenant, lorsque le président vient dans une région, mais c'est normal qu'il soit accueilli. Ou bien l'opposition voudrait que personne ne sorte. Voilà, eux-mêmes, l'opposition même devrait être là pour accueillir le président de la République. Il n'accueille pas le leader de l'APR. C'est le chef de l'État. Une fois qu'on fait une élection qu'elle est libre et démocratique, il faut qu'on considère celui qui incarne la légitimité comme le président de tous les Sénégalais. C'est ça la République. Voyez-vous, aux États-Unis, une fois que le président est élu, c'est terminé l'opposition. Le candidat, même s'il avait 49,99, il salue le nouveau président. Mais c'est ça la République. Maintenant, on peut critiquer son action, on peut s'opposer, mais il faut au moins reconnaître l'autorité du chef de l'État. Et quand on a du mal même à prononcer le nom président Diou, non? On dit Diou, comme si on parle à n'importe qui. Alors, ça, ce n'est pas des règles de civilité. Qu'on laisse donc le président continuer sa tournée économique. En tout cas, Inch'Allah, elle se poursuivra, quels que soient les écueils. Vous savez, ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Donc, je poursuivrai à faire les tournées et à revenir d'ailleurs voir l'exécution. Donc, c'est pourquoi toutes les gouvernances, on est en train de les reprendre pour que le logement du président soit repris, parce que ça a été abandonné. Donc, à l'époque, il y avait les maisons de passage, les pieds-à-terre. Il faut que nous soyons dans les régions, dans les préfectures, dans les sous-préfectures. Et les ministres, après le président, ils doivent prendre le relais. Non pas venir dans les capitales régionales ou départementales, mais aller dans les chefs-lieux d'arrondissement et dans les communes de l'intérieur pour voir l'exécution des politiques publiques. Je pense que cela est extrêmement important. Enfin, pour le Sud, j'aimerais vraiment lancer un appel d'abord à la presse. Un appel à la presse pour ne pas amplifier des phénomènes tout à fait anodins dans un processus, qu'il y ait un accrochage. Ça peut parfaitement se comprendre, parce que l'armée fait des rondes, il faut le savoir, jour comme nuit, sur l'ensemble du territoire national. Et s'il arrive que dans ces rondes, il trouve des gens qui sont en possession d'armes, là où ils ne devraient pas être, il peut arriver qu'il y ait une confrontation. Ça peut arriver. La dernière fois, c'était dans la réserve de Basse-Casamance. Donc dans les opérations routines de contrôle, bon, si on voit des gens qui ne doivent pas être là, il faut que l'armée s'assure que voilà, le territoire est quand même sous contrôle. Mais cela ne remet absolument pas en cause le processus de paix. Mon engagement est très fort en matière de promotion de la paix en Casamance. Et je suis sûr que la presse doit nous aider en évitant d'amplifier des discours parfois qui n'ont rien à voir avec la réalité. Les gens ils viennent ici dans les médias faire des fanfaronnades, essayer de briser le processus de paix. Vous ne devez pas être les relais de ces informations. Parce qu'il y va de la sécurité nationale. Vous croyez que les plus grands médias, CNN, France 24, quand ils accompagnent leurs armées, là, ils montrent tout? Ils ne le font pas. Vous n'avez jamais vu de morts en Irak ou même dans le désert malien, là. Vous les avez vus.
Alors, ce n'est pas des presses libres, soi-disant, en parenthèse, mais c'est parce que parfois, quand l'État islamique exécute, est-ce que vous voyez la presse montrer les exécutions? C'est une question de protéger l'opinion et de ne pas donner l'impression que oui, la preuve, tout le monde s'inquiète, le processus de paix va s'arrêter, alors que nous essayons de poursuivre le dialogue autant que possible. Nous essayons de donner des réponses concrètes au développement de la Casamance, qui doit être le pendant qui accompagne le processus de paix. En tout cas, l'État est dans cette dynamique. L'État n'est pas dans une dynamique de guerre en Casamance, très clairement. Donc vraiment, moi je lance un appel encore une fois aux médias, à la presse, pour que cette question soit traitée avec beaucoup de précaution. Parce que c'est une question de sécurité nationale. On ne peut pas la traiter comme on traite l'actualité. C'est une question de sécurité nationale qui peut porter atteinte à la vie de personnes, à la vie de nos soldats, à la vie des populations. Donc on doit la traiter avec lucidité et responsabilité. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Pour le moment, pour le reste, nous continuons nos efforts de paix. Et je lance encore une fois un appel à l'ensemble des membres du MFDC pour continuer à travailler avec le gouvernement dans la confiance pour un retour définitif de la paix en Casamance. Oui, pour la Gambie, je pense que le président Yahya Jammeh, il sait très bien que le Sénégal n'est pas dans les dispositions de faire quelque action que ce soit pour essayer de déstabiliser son régime. Ce n'est pas le Sénégal, cela. Nous avons d'autres chats à fouetter. Nous avons autre chose à faire que de nous immixer dans des problèmes en Gambie. Maintenant, le Sénégal est une terre d'accueil. C'est une réalité aussi. Et entre Sénégalais et Gambiens, entre Sénégalais et autres Africains, qui sont nombreux, y compris d'anciens chefs d'État, y compris des journalistes venus de ces pays, les gens, ils vivent en paix chez nous. Et ce que nous leur disons, c'est que vous devez respecter le droit d'accueil et d'asile dans notre pays. Si vous êtes là en réfugié, ou si vous êtes là même en simple citoyen CEDEAO, parce qu'un Gambien qui vient chez nous, il n'a pas besoin de visa, il n'a pas besoin d'autorisation. Mais une fois qu'il s'implante, on ne tolère pas qu'il attaque le régime gambien. Et c'est pourquoi nous avions expulsé M. Sidi, comment il s'appelle là, Bayo. Bon, certaines organisations ont critiqué, on a dit on lui a interdit l'accès au territoire parce qu'il s'engageait véritablement dans une politique de dénonciation contre le gouvernement gambien et contre le président. Ça, on ne peut pas le protéger. On ne peut pas encourager de telles actions, mais un Gambien qui vit tranquillement chez nous, on ne peut pas l'expulser tant qu'il n'est pas dans des actions subversives. C'est valable pour les Guinéens qui sont chez nous, c'est valable pour toutes les nationalités. Et l'année dernière, rappelez-vous, on a dû expulser un Tchadien, qui était journaliste, d'ailleurs blogueur. Mais à partir du moment où il avait des actions hostiles au régime de son pays, nous ne pouvons plus l'accueillir. Donc le Sénégal n'est pas une terre de déstabilisation. Vraiment, c'est nous faire un mauvais procès. Donc, vraiment que le président Jammeh sache que moi, je suis un démocrate. Je suis préoccupé par le développement du Sénégal. Je ne suis pas dans autre chose. Et chaque fois qu'on aura pris un Gambien qui est dans des dispositions de déstabilisation ou même de critique contre son régime, nous ne pouvons pas l'accueillir. Parce que quelqu'un qui s'oppose, il rentre chez lui, il s'oppose là-bas. On ne peut pas s'opposer à partir d'une terre étrangère. Donc voilà ce que je voulais dire pour dire qu'il n'y a absolument aucun soutien à quelque ennemi de la Gambie que ce soit chez nous. Enfin, l'assurance à apporter aux Sénégalais de l'extérieur a été faite. Elle a été faite, cette assurance, lors du communiqué du Conseil des ministres, le dernier à Dakar. Puisqu'on a là aussi, les opérateurs ont voulu semer la confusion dans la tête des consommateurs. Le Sénégal a dit, désormais, je vais contrôler le trafic. Vous me dites, c'est vous-même qui dites, voilà ce que je fais. Mais moi, je veux savoir que c'est bien ce que vous faites. Donc, normalement, un État souverain doit pouvoir avoir le contrôle sur le volume des entrées. Nous n'avons jamais dit que nous allons mettre une surtaxe comme ça a été le cas. Moi-même, j'ai fait partie de ceux qui ont soutenu Sonatel à l'époque.
Donc il n'y a aucun risque d'augmentation de quelque consommation que ce soit sur les tarifs du téléphone. Par contre, on a décidé désormais de contrôler les volumes des appels entrants pour l'ensemble des opérateurs. C'est normal, parce que nous avons une rémunération basée sur ce volume. Mais au moins qu'on sache de combien de minutes de téléphone, enfin de communication, notre pays dispose. Donc c'est une question simplement de contrôle qui a été instaurée. Mais il n'y a aucun risque et nous avons tenu à le faire. Et pourtant, nous avions baissé, à mon arrivée, supprimé la surtaxe et les prix n'ont pas baissé. Il y a déjà un problème. Les prix du téléphone n'ont pas baissé. L'un des premiers décrets que j'ai pris, c'était d'éliminer la surtaxe qui a été imposée, qui était la justification pour augmenter les tarifs de télécommunications. Malgré l'enlèvement, l'État a renoncé à des revenus et malgré tout, les consommateurs continuaient pratiquement à payer le même tarif. Donc, il faut qu'on voit le problème ailleurs, mais certainement pas en accusant l'État de façon aussi fausse. Il n'y a aucun risque d'augmenter, en tout cas, les tarifs des télécoms par le fait de l'État. Je veux être très clair là-dessus. Voilà. Je crois que j'ai fini les questions. Monsieur le Président, vous avez prôné la rupture. Cependant, des critiques vous reprochent certaines pratiques de l'opposition, citant des exemples bien précis, tels que la transhumance. Et vous-même avez eu à avouer avoir mis le coude sur certains dossiers dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Monsieur le Président, est-ce que messieurs Karim Wade et Khalifa Sall constituent des menaces à votre réélection? Merci. Voilà, Monsieur le Président, bonsoir. Merci de nous permettre d'échanger avec vous. Je suis Claire Diop de la RTS, l'antenne régionale de Kaolack. Monsieur le Président de la République, ici dans Kaffrine, beaucoup sont les populations qui apprécient à sa juste valeur votre politique de développement social, donc notamment le programme des bourses de sécurité familiale. Est-ce que son extension est prévue pour enrôler beaucoup plus de populations, notamment celles dites vulnérables? Est-ce que également, sur le plan sensibilisation, est-ce que quelque chose est prévu pour booster le taux de pénétration des Sénégalais dans le programme couverture maladie universelle? Ma deuxième question, l'éducation, le secteur de l'éducation, on en parle, Monsieur le Président. Dans le Ndoukoumane, le taux de scolarisation est relativement faible. On note également la présence d'abris provisoires dans cette zone. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu comme action concrète pour changer cette tendance et permettre à Kaffrine de relever les défis de l'éducation? Autre préoccupation, Monsieur le Président, vous êtes dans le Saloum, zone agro-silvopastorale par excellence et bassin arachidier. Ah, merci Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, vous êtes membre de Benno Bokk Yakaar. Quel est l'avenir de cette coalition? Sommes-nous en droit d'attendre une autre coalition en vue de la présidentielle de 2017? Et quel est votre point de vue sur le débat autour de la question des alliés? Pour certains, ces gens doivent se déterminer aujourd'hui. Pour d'autres, ils peuvent prendre le temps. Quel est votre point de vue par rapport à cette question? Merci. Monsieur le Président, malgré votre dernière sortie, la question de la réduction de votre mandat continue de faire polémique. Vous tenez aujourd'hui une formidable occasion ici à Kaffrine de clore définitivement le débat. Oui ou non, Monsieur le Président de la République, allez-vous respecter votre serment, quels que soient les artifices... Serment? Le serment de respecter... non, il n'y a pas de serment pour respecter. Non, votre engagement. Ah oui. Allez-vous respecter, oui ou non, votre engagement de vous en tenir à un mandat de 5 ans pour lequel vous avez été élu? Et est-ce que vous vous battrez pour que les gens de votre camp qui veulent faire un double discours, notamment ceux qui ont appelé à voter non contre le référendum, que ces gens-là soient arrêtés? Arrêtez, je ne dis pas judiciairement, mais que vous les rappeliez à l'ordre. Que vous les rappeliez à l'ordre. Merci, Monsieur le Président.
Merci beaucoup. Hein? Voilà. Je vous remercie. Alors, la transhumance, c'est un terme péjoratif qui ne devrait jamais être utilisé en politique. Parce que la transhumance est réservée au bétail qui quitte des prairies moins fournies vers des prairies plus fournies. Parce que selon les saisons, le bétail a besoin de se mouvoir pour aller vers des prairies plus riches. C'est vrai que c'est par analogie que les gens ont taxé ceux qui ont changé de camp politique d'un camp peut-être perdant vers le camp des vainqueurs. Ça peut se concevoir, mais je pense que le terme n'est pas acceptable. Puisque nous sommes tous des Sénégalais, nous avons tous la liberté d'aller et de venir. C'est la Constitution qui le garantit. Pourquoi voulez-vous enfermer des acteurs politiques, hommes ou femmes, dans un cadre qui, lorsqu'il n'est plus un cadre d'épanouissement, ils doivent rester là-bas? Pourquoi? Et au nom de quel principe? Au nom de quel principe quelqu'un n'a pas le droit de quitter aujourd'hui un parti d'opposition pour aller vers un parti au pouvoir? Et quand quelqu'un quitte le parti au pouvoir pour convenance personnelle, est-ce qu'on le taxe de transhumant? Moi, j'avais quitté le PDS en démissionnant après mes problèmes. Est-ce qu'on m'a taxé de transhumant? Quand on fait l'inverse, on n'appelle pas les gens transhumants, mais lorsqu'on change pour aller accompagner la vision nouvelle, on insulte les gens. Ce n'est pas acceptable. Moi, je suis un homme de liberté. Je suis un libéral d'abord. Je crois à la liberté des gens. Liberté d'entrer, liberté de sortir. C'est ça la politique aussi. On ne peut pas enfermer les gens dans de faux carcans. Ensuite, les acteurs politiques au Sénégal, ils ne sont pas nombreux. Nous avons à peu près 5 millions d'électeurs sur 13 millions d'habitants. Donc le jeu des majorités se joue au sein de ces 5 millions. Lorsque donc vous avez une majorité et que vous voulez la consolider, mais si vous n'allez pas pêcher dans le cas adverse, comment vous allez maintenir votre majorité? En parlant que de principes arithmétiques. Si l'opposition ne vient pas pêcher dans la majorité, comment elle va obtenir une nouvelle majorité? Donc l'opposition va travailler sur la critique, sur la désinformation, sur la surenchère, sur tout ce que vous voulez, pour décourager des pans entiers du pouvoir et les ramener vers elle. Et le pouvoir aussi doit tout faire pour décourager et même prendre des gens de l'opposition. C'est un jeu de vases communicants. C'est un jeu tout à fait normal en politique. Il ne faut pas dramatiser. Depuis que le Sénégal fait la politique, ces mouvements existent. Alors ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'estomper, parce qu'il y a des gens, ils pensent que ce sont les censeurs, ils ont toujours la vérité avec eux, c'est eux qui parlent, non, c'est amoral. Qu'est-ce qui est amoral dans ça? Quelqu'un quitte le PDS, il vient à l'APR. Quelle est la différence? Moi-même, je suis un exemple, non? Je viens du PDS. À un moment donné, je ne me sentais plus à l'aise. J'ai quitté, j'ai créé ma formation. J'ai travaillé, j'ai gagné. Où est le problème? Et demain, quelqu'un du PDS me rejoint, vous voulez considérer que c'est un traître. En quoi il est traître? Il faut quand même relativiser le débat. Limiter les jugements de valeur qui ne reposent sur rien du tout. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la notion d'idéologie et tout ça, elle est très relative. Moi, ce que je fais, c'est plus que ce que les socialistes ont fait en termes de politique sociale, alors que je me réclame libéral, social. Alors qu'on fait même plus de privatisation. Dans le passé, c'était ça la mode. Donc, les idéologies sont aujourd'hui relativisées. Il reste qu'il y a la démarche, il y a la doctrine, il y a le feeling en politique. Laissez les gens libres d'aller où ils veulent. Nous ne les débauchons pas à coups de milliards. Nous ne les débauchons pas parce que voilà, vous venez, on vous nomme tout de suite. Ce n'est pas ça du tout. Mais nous avons le devoir politique d'essayer de garder notre majorité. Mais comment voulez-vous qu'un parti qui est au pouvoir reste là à ne pas aller chercher des militants pour perdre le pouvoir? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La logique politique voudrait que nous gardions notre majorité, que nous l'élargissions. Si on va aux élections, on gagne au premier tour. Mais c'est ça la logique. Il ne faut pas qu'on nous demande quand même de scier la branche sur laquelle on est assis au nom de je ne sais quel principe. Donc ceux qui veulent être en politique
ils doivent accepter les règles de la politique. Ceux qui ne font pas de politique, de grâce, qu'ils arrêtent de faire des jugements sur les acteurs politiques. Parce que, ils ne sont pas plus sains, ils ne sont pas plus crédibles, ils ne sont pas plus intègres que les hommes politiques. Parmi les politiques, il y a des gens qui sont absolument sérieux, il y a des gens intègres, il y a des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes. C'est pareil de l'autre côté. Donc il n'y a pas de Sénégalais bons d'un côté, des Sénégalais mauvais, des Sénégalais qui font la morale. Nous sommes tous pareils. Voilà, moi en tout cas, mon mot d'ordre, c'est l'ouverture dans mon parti. L'ouverture, et par tous les moyens, partout où vous pouvez convaincre des Sénégalais, il faut les amener à accompagner l'action du président de la République. Ça, c'est le mot d'ordre. Alors quand je reçois des gens qui étaient opposés à moi, mais est-ce que je dois être là, revanchard, non, je ne reçois pas celui-là parce qu'il m'avait combattu. Ça, ce n'est pas une attitude d'un homme politique. L'homme politique ne doit pas être rancunier. Parce qu'il faut mettre tout ça dans le cadre de l'action politique et de l'adversité. Nous ne sommes pas des ennemis. Aujourd'hui, je viens de présenter mes condoléances à la famille de Babacar Gaye. Il n'est pas avec moi, c'est clair. Mais lorsqu'il perd sa maman, on doit dépasser ces contradictions pour ramener les vertus et les valeurs sénégalaises, qui sont des valeurs de comportement et j'allais dire des valeurs vraiment de civilité, de socialisation. Ceci n'empêche que devant l'adversité, nous devons tout faire pour avoir la majorité. Et c'est ce que j'essaie de faire avec la paire, avec la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est aujourd'hui la plateforme politique qui soutient la majorité présidentielle. Et le rôle, c'est de tout faire pour réduire l'opposition à sa plus simple expression, mais dans les règles d'éthique et de comportement politique. Ça se fera et ça se poursuivra. Donc je n'ai aucun problème à recevoir des opposants au sein du parti. Voilà. Pour ce qui concerne le deuxième volet de votre question, moi je ne vais pas personnaliser le débat parce que je ne vois pas pourquoi je vais citer Massamba ou Mademba en laissant Mandiogu ou je ne sais quoi. Pourquoi? Il y a tellement d'acteurs politiques, pourquoi voulez-vous que je cite Moussa ou Demba et je laisse les autres? Alors que ça ne repose sur rien du tout. Encore une fois, moi je crois au travail, fondamentalement. Et même en politique, je pense que ce n'est pas le travail qu'on fera des résultats. Ceux qui travailleront plus que moi, peut-être ils arriveront à convaincre les Sénégalais de voter pour eux. Le moment venu, on constatera, mais je ne suis pas dans des projections absolument aériennes qui ne reposent sur rien du tout, sinon des effets de médias, des manipulations, d'opinion. Non, je ne suis pas dans la spéculation et je pense que d'ailleurs le moment est prématuré vraiment de s'attarder sur ces considérations. Au moment venu, on le fera et on fera ce qu'il faut. Je sais le faire parce que ce n'est pas un hasard qui m'a mis là où je suis. Je sais le faire, je sais me battre en politique, même si je ne donne pas l'aspect de quelqu'un qui sait bien se battre quand il le faut. Pour ce qui concerne les bourses familiales, Mme Claire Diop, je vous rappelle que cette année, au moment où je vous parle, nous sommes à 200 000 bourses qui sont octroyées pour un montant de 20 milliards de francs, d'ailleurs sur le budget de la présidence de la République. L'année prochaine, nous allons passer à 300 000 et c'est le plafond. Puisque mon engagement dans Yoonu Yokkute, c'était 250 000 bourses. Donc à partir de l'année prochaine, je dépasse même l'engagement qui a été pris. Et c'était 25 milliards. Nous serons à 30 milliards. J'ai déjà négocié avec certains de nos partenaires. Et le programme de bourse est un programme qui a eu beaucoup de succès. Et même les partenaires l'ont beaucoup accompagné. Et essaient aujourd'hui de le faire partager avec d'autres pays. Pour la couverture maladie universelle, pour aller vite, nous avons lancé la création d'une agence CMU, agence chargée de la couverture maladie universelle. Elle a été installée. Elle travaille en étroite collaboration avec les mutuelles de santé. Elle fera la communication institutionnelle requise, les tournées envers les populations cibles pour, en tout cas, développer la mutualisation et faire en sorte que l'accès et le taux de pénétration soient plus importants. Pour l'éducation, oui, Kaffrine avait des taux assez faibles,
mais grâce au paquet et grâce aux autres projets avec l'USAID, plus de 37 écoles aujourd'hui et collèges sont déjà finalisés et seront réceptionnés. Et nous avons un programme très, très important de construction de salles de classe dans la région. Je n'ai pas ici tous les détails, mais soyez sûrs que ce taux va être relevé, ce taux de scolarisation. Et dans le cadre justement des mesures arrêtées hier, c'est plus de 10 milliards qui ont été affectés au secteur de l'éducation et de la formation, ainsi que de l'enseignement. Et si on y rajoute les 10 milliards de l'université de Kaffrine, on sera à 20 milliards pour le secteur de l'enseignement dans les prochaines 3 années à venir. Enfin, Benno Bokk Yakaar, oui, je pense que Benno aura un avenir radieux, parce que c'est comme ce que j'ai dit sur la Casamance. On annonce des situations qui n'ont rien à voir avec les réalités. La réalité, c'est que la coalition se porte très bien. Très bien. Il n'y a aucun problème de fond. Non, dans la presse, il y a des gens qui s'agitent de tous bords, hein, de l'APR comme des autres partis, qui ne sont pas au fait des choses. Ça arrive aussi. Quand on est dans la périphérie, on ne sait pas forcément ce qui se passe. Dès qu'il y a un titre, bon, et on n'est pas très prudent, on se jette dans les médias, on raconte n'importe quoi. C'est ça qui peut donner l'impression qu'il y a des problèmes au sein de Benno. Il n'y a aucun problème, en tout cas jusqu'au moment où je vous parle. Alors, donc, aujourd'hui, le débat sur les positions à prendre au sein de Benno ne se pose pas. Il y a des militants, ça, ce n'est pas des attitudes que moi je peux soutenir. Pour le moment, Benno se porte bien. Bon, on va aller vers 2017. Et plus on va s'approcher, bien sûr, la tension va monter. Parce que le débat va se poser, oui, il faut que le président, il faut qu'il respecte. Moi, je dis, je respecterai mon engagement. Mais c'est quoi respecter mon engagement? Il ne faut pas aussi qu'on m'engage dans ce que je ne peux pas faire. Là aussi, c'est de la démagogie et je ne tomberai pas là-dessus. C'est-à-dire, ce n'est pas à moi de prendre un décret. Si c'était par décret, j'aurais pris un décret, le débat serait clôturé. Ce n'est pas un décret. Même pour respecter l'engagement, il y a une procédure. Il faut passer par un référendum, certainement, vous avez entendu. C'est un débat qui n'est pas simple. Le professeur, l'un des derniers qui a parlé, Pape Dembassi, pour lui, ça ne peut être que par référendum. Pour d'autres, non, on peut passer par l'Assemblée nationale. Pour d'autres encore, non, il n'y a que la démission, etc. Vous voyez, ce n'est pas simple. C'est une question juridique. Il s'agit de la constitution du pays. On ne peut pas s'amuser avec, simplement parce que, voilà, on veut que la politique, le président a dit, donc voilà, sa parole, c'est l'évangile ou la Bible ou le Coran. Non, c'est pas ça. Moi, je ferai. C'est-à-dire, la volonté, elle est restée ferme. La décision qui m'appartient sera de proposer, selon les règles et les formes que la Constitution permet. Parce que aussi, j'ai un serment. Le débat ne peut pas être tranché par moi. Vous regardez, vous me dites, il faut arrêter les gens qui sont dans votre camp. Mais c'est la dictature, ça. Ils ne sont pas libres d'avoir une opinion. Donc quand on va jusqu'à dire personne n'a le droit de dire non, on n'est plus en démocratie, Barkhane. On n'est plus en démocratie. Qu'est-ce qu'on voudrait? Moi, j'ai une volonté. Mais je dois respecter la volonté de mes partisans parce que de nous ande ci nawle ci ngor. Je dois faire l'effort de les convaincre. Pourquoi la pertinence de mon choix? Mais je ne peux pas dire. Par contre, ce que j'ai dit, ce n'est pas le moment. On ne peut pas passer notre temps à engager un débat et à engager le pays dans un système stérile de débat. Alors que moi-même, en proposant 2016, c'était pour qu'on ait du temps pour travailler. Arrivé en 2016, on pose le débat dans la forme maintenant juridique la plus appropriée. Je pense que ça c'est clair, mais vouloir dire tout ce que j'ai dit, si ça pourrait régler le débat, il n'y aurait plus de polémique. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que j'ai dit? J'ai fait un engagement. Je le porterai devant qui de droit, c'est-à-dire devant le peuple sénégalais. Sous quelle forme? Est-ce que c'est un référendum? Je pense que ça doit être un référendum. Mais il y en a qui disent que non, on n'a pas besoin d'un référendum pour ça. Une réforme par la voie parlementaire, d'autres pensent que non. Donc laissons le temps et les spécialistes que nous-mêmes nous commettrons
pour voir quelle est la meilleure démarche, comment il faut poser la question. Est-ce que c'est uniquement sur la réduction de la durée qu'il faut poser au référendum? Parce qu'on ne peut pas aller au référendum faire une réforme de je ne sais pas combien d'articles de la Constitution et en même temps réduire le mandat en cours, tout ça pour un oui ou pour un non. Ce n'est pas aussi simple. Donc laissons vraiment les spécialistes, les juristes en particulier, constitutionnalistes, voir les modalités. Et en dernier ressort, il appartient aux Sénégalais qui m'ont élu. Même si je veux réduire mon mandat, il faut bien qu'ils acceptent. Sauf si je démissionne. Sinon, il faut bien retourner vers ces Sénégalais. Et tout ce qui concerne cette question, qui n'est pas un débat politicien, encore une fois, il s'agit de la stabilité de notre Constitution. On ne peut pas s'amuser avec. Donc ce n'est pas parce que les gens ils veulent ou ils sont pressés d'aller aux élections, ils n'ont qu'à attendre. Ceux qui sont pressés, ils n'ont qu'à attendre que le débat soit tranché. Or, il ne peut pas être tranché aujourd'hui. C'est en 2016, s'il plaît à Dieu. Donc vraiment, je continue à demander à mes partisans, en tout cas d'arrêter ce débat jusqu'à ce qu'il soit ouvert au sein du parti, parce que vous imaginez bien que moi je ne peux pas sauter mon parti pour aller comme ça, sans recueillir son avis, sans convaincre les gens de mon parti, parce que c'est d'abord cela, et ceux qui m'ont fait confiance, la coalition, ensuite les Sénégalais, c'est le bien fondé de la réduction que je veux engager. Et tous ces gens-là ont leur mot à dire. Donc vraiment qu'on ne fasse pas ce procès, parce que ce n'est pas par décret qu'on réduit le mandat. À partir de ce moment, la décision ne m'appartient pas. Elle appartient au peuple, dans les formes et règles qu'il faudra convenir. Donc, je pense que c'est suffisamment clair. Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas voir clair, ben, on n'y peut rien. Quelqu'un qui dit que ce n'est pas clair, je ne sais pas. Maintenant, j'ai épuisé mon latin dans ce domaine. J'ai dit ce que j'avais à dire. Le moment venu, je ferai ce que j'aurai à faire. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Je pense qu'on a largement dépassé votre heure. Maintenant, c'est à vous de décider la suite. Mais vous m'aviez quand même dit, M. Thiam, que c'était 1 heure en français, 1 heure en Wolof. J'ai l'impression qu'on a déjà dépassé l'heure et demie. Peut-être que les Sénégalais ont envie d'entendre le président sur des questions essentielles. Voilà. Monsieur le Président, je voudrais vous poser des questions sur le prix du loyer. Vous avez pris la décision de diminuer le prix du loyer, mais il semble que les locataires ont contourné la loi. Pratiquement, les bailleurs ont contourné la loi parce que le loyer reste encore cher ou bien il est remonté à un niveau où certains ne peuvent plus le supporter. La deuxième question, c'est par rapport au prix de l'essence, du carburant. Le prix a baissé sur le plan mondial. Les taximans et les gens qui ont des cars rapides, des transports en commun, voudraient que la baisse soit encore beaucoup plus conséquente à la pompe. La troisième question, je vais terminer, c'est un message d'un villageois qui m'appelle le village de Mboulogne. Je ne connais pas ce village. Ils disent que le courant passe par leur village et les poteaux passent là-bas, il y a de lampadaires. Ils n'ont pas accès au courant. Ils sont obligés de payer 800 000 francs CFA par mois pour entrer le forage. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ces gens-là? Merci. Monsieur le Président, vous avez tout à l'heure parlé de Dakar. Un peu de mots. Dakar et sa mairie, Dakar et son maire, des blocages sur un emprunt obligataire initié par le maire Khalifa Sall sont passés par là. Aujourd'hui, Monsieur le Président, que faire pour lubrifier davantage vos relations et mettre fin à ce qui se dit sur les blocages de la mairie de Dakar et ses investissements? Y a-t-il des tentatives de blocage de ce maire qui n'est pas de votre parti, mais qui est de la coalition qui vous a porté au pouvoir? La deuxième question, Monsieur le Président, 2017 est une année électorale. Que privilégieriez-vous entre un bilan économiquement reluisant et une coalition politiquement forte pour se faire réélire sans fioriture en 2017? Merci. Si tu l'avais coupé. Pourquoi vous la sautez? C'est de la discrimination contre les médias publics, là. Chacun a 3 questions. Il a posé les 3 questions du dernier volet de la RTS. Nous ne serons pas partagés. Donc, non, mais bon, laissez-les terminer. Voilà. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, vous êtes dans le Saloum, zone agro-silvo-pastorale par excellence et bassin arachidier. L'agriculture pratiquée ici est plutôt extensive avec des exploitations souvent familiales. Au regard de l'importance, de la place que vous accordez à ces secteurs dans le PSE, Plan Sénégal émergent, qu'est-ce que vous comptez mettre en œuvre comme action pour justement aider les producteurs de la zone à moderniser et à extensifier le système agricole? J'en ai fini. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Monsieur le Président, je vais rebondir sur la question de Monsieur Alassane Sall en y rajoutant les difficultés qu'ont certains Sénégalais avec la baisse des prix des denrées de première nécessité, la gratuité des soins dans le domaine de la santé. Est-ce qu'un défaut de communication ou un manque de suivi, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la pratique et les populations n'arrêtent pas de s'en plaindre. Également, la grève dans le moyen secondaire, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour que les élèves puissent regagner les salles de classe? Merci. Oui, c'est fini. Je voudrais bien rajouter une question, s'il vous plaît, Monsieur le Président. C'est une question sur l'OFNAC. Semble-t-il qu'il y a certains de vos collaborateurs qui traînent encore les pieds pour se conformer à la loi. Est-ce que vous avez... Comment vous pouvez savoir que certains traînent alors que c'est entre l'OFNAC et le gouvernement? Justement, je voudrais bien en arriver à cela. Ah. J'ai dit, semble-t-il qu'il y a certains de vos collaborateurs qui ne se sont pas conformés à la loi. Qu'en est-il exactement? C'était ça la question. Merci. Très bien, je vais commencer par cette dernière question, puisque, vous savez, la loi protège les données personnelles. Et la loi oblige l'OFNAC à respecter le secret professionnel. Donc moi qui vous parle, je ne connais pas encore ceux qui ont fait ou qui n'ont pas fait. Parce que je ne suis pas censé connaître. L'OFNAC doit recueillir les déclarations de patrimoine. Dans le cadre d'une relation avec la présidente, je peux savoir si le gouvernement a fait ou n'a pas fait. On peut me dire oui, c'est fait ou pas fait, ou à 99%, mais je ne peux pas savoir la nature des déclarations. Ce n'est pas destiné au président de la République. Ce n'est pas destiné au public. Par conséquent, il faut que l'on soit très, très attentif sur la nature des informations qu'on peut divulguer en ce qui concerne les secrets professionnels. Parce que c'est la loi qui protège les déclarants. Et c'est la loi qui fait obligation aux membres de l'OFNAC, sous réserve même de sanctions pénales, de respecter leur serment. Donc je ne peux pas comprendre comment vous, journalistes, vous pouvez savoir, il y a des membres du gouvernement qui n'ont pas fait leur déclaration ou d'autres qui ont fait. Ça, je vais quand même moi poser la question parce que je ne suis pas censé le savoir et je ne le sais pas. Donc je ne peux pas répondre à votre question. Ce que je sais par contre, c'est que l'OFNAC a tous les moyens de par la loi pour obliger tous les ayants droit à faire cette déclaration. S'ils ne le font pas, moi je dois être saisi en ce moment par voie officielle pour dire, Monsieur le Président, conformément aux dispositions de la loi, telle personne ou telle catégorie de personnes qui est assujettie à la déclaration ne l'a pas fait. Parce que la loi prévoit justement des sanctions d'ordre administratif pour tous ceux qui sont assujettis et qui relèvent de l'exécutif. S'ils relèvent du législatif, c'est des rétentions de salaire qui sont prévues. Donc la loi a prévu ces différents cas. Mais pour le moment, je ne suis pas encore saisi par l'OFNAC pour me faire le point ou en tout cas attirer mon attention sur tel ou tel manquement. Donc, de mon point de vue, tout se passe très bien pour le moment dans le cadre de ces déclarations de patrimoine. Maintenant, en ce qui concerne le prix des loyers, c'est comme ce que j'ai dit sur l'arachide. Vous fixez un prix aux producteurs, les gens ils font du mbapat pour gagner un peu. Nous, ce que nous avons, c'est notre ambition de réduire, ça a été fait, mais on ne peut pas continuer aussi à réduire les prix des loyers parce que nous sommes dans une économie aussi.
Et nous devons à la fois protéger les locataires, mais protéger aussi les bailleurs. Une mesure forte a été faite avec des baisses conséquentes. Maintenant, s'il y a des manquements, je pense qu'il est prévu des mécanismes de recours que les locataires peuvent emprunter pour dénoncer des situations particulières. À partir de ce moment, les procédures existent pour corriger tel ou tel, mais on ne peut pas prendre une mesure d'ordre général parce qu'il y a des bailleurs qui ont joué un peu pour changer les règles et frapper une mesure générale. Ça, ce n'est pas possible. On pourra, le cas échéant, et on avait dit aux locataires que les recours existaient. Il y a la commission sur la concurrence, vous avez également les services de contrôle des prix, et tous les recours sont là. Vous avez la loi, le tribunal, par rapport à la disposition. Je pense que les gens ils peuvent recourir à ces mécanismes. Sur Mboulogne, je pense, ce qui arrive en Boulogne arrive à la majorité des villages, puisque lorsque vous avez une ligne électrique, elle part d'un point A vers un point B, mais elle va traverser tous les villages qui sont sous son siège. Donc, et souvent quand c'est une ligne haute tension, elle ne peut pas desservir. Alors, pour régler cette question, j'ai lancé à travers le programme d'urgence nationale d'électrification rurale un programme qui va développer des dorsales en moyenne tension, qu'on appelle les dorsales MT, donc qui vont être des réseaux de 30 kV et qui vont desservir un certain nombre de territoires, permettant maintenant, à partir de cette dorsale 30 000 kV, de faire de l'irradiation et donc d'alimenter dans le cadre des objectifs de l'atteinte de 60% en taux d'électrification. À cela, il faut ajouter le PUDC qui a un volet très important en électrification rurale et la relance des concessions privées. Donc ces trois facteurs combinés devront permettre de faire un bond qualitatif et donc l'atteinte de nos objectifs d'ici 2017-2018. Pour le prix de l'essence, malgré la baisse, on dit que ce n'est pas suffisant. Oui, bien sûr, les gens voudront toujours qu'on baisse tout. Mais combien ils ont baissé sur le prix des transports depuis qu'on a baissé le carburant? La question qu'il faut leur poser. On a baissé l'essence de plus de 100 francs par litre. Par litre. Est-ce que le transport a baissé pour autant? Ils veulent encore qu'on baisse le prix de l'essence. Demain, quand ça augmente d'un peu, vous augmentez, on crie, on dit non, on est contre. Non. Ce sont des règles quand même qui sont assez strictes. On ne peut pas s'amuser sur les prix à la consommation. Certes, on aurait pu baisser un peu plus, mais il ne faut pas oublier qu'on soutient aussi l'électricité. Et donc, pour ne pas tous les jours suivre les variations du marché, on fait une modulation moyenne pour que demain, si les prix augmentent, peut-être si on est à 60 $ le baril, jusqu'à 80, on pourra garder les mêmes prix. Donc c'est une question de jeu et d'équilibre. Mais on ne peut pas, dans nos économies, suivre la loi du marché comme ça au quotidien, comme aux États-Unis, où tous les jours, ou d'une station à une autre, les prix varient. Notre économie ne peut pas soutenir ces variations. Donc nous avons un prix tout à fait raisonné qui peut maintenir aujourd'hui le prix. On a baissé de 100 francs le litre et même de 103 francs pour l'essence pirogue. Et le pétrole lampant, je ne sais pas de combien, beaucoup plus. Et nous pourrons maintenir jusqu'à un certain niveau la hausse. Quand ça va dépasser peut-être les 80 $ ou 90, certainement il va falloir en ce moment remettre le curseur à jour. Mais pour le moment, vraiment, je pense que les prix de l'essence sont tout à fait corrects. Oui, on me parle de la ville de Dakar. Mais vraiment, vous savez, quand on gère un État, un pays, on gère des collectivités qui sont quelque part des compétences transférées que l'État a données à ces collectivités locales. Parce que nous voulons une gouvernance de proximité. Nous voulons que les gouvernants soient le plus proches possible. Et donc, la loi sur la décentralisation, tous les jours évolue pour que les élus locaux puissent avoir les moyens de répondre aux attentes des populations. Et les compétences, les choses sont claires. Il y a des compétences qui relèvent de ces collectivités. Il y a des compétences qui ne relèvent pas de ces collectivités.
Parce que c'est l'État qui a donné les transferts. Et donc les choses, les périmètres de pouvoir transférer sont très clairs. Il ne faut pas de confusion. Je ne peux pas me permettre de juger la ville de Dakar parce que le maire, il est socialiste, il n'est pas de la paix. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sur 600 collectivités, pourquoi faire le focus sur la ville de Dakar? Pensez-vous que demain, 2017, voilà, l'adversaire du président, c'est uniquement un élu de Dakar ou de Tamba ou de Ziguinchor? Non. Donc, ensuite, il faut ramener les questions à leur juste niveau. On a un ministère chargé de la décentralisation, de la gouvernance locale. S'il y a des problèmes, c'est à ce niveau. Pourquoi voulez-vous que même une question de fonds de préférence ou fonds de dotation, que ça soit ramené à l'échelle du président de la République? Pourquoi dans une République, pensez-vous que demain en France, Hollande va s'occuper des relations entre même une région et le ministère ou une commune, fût-elle la capitale? Il faut restaurer quand même l'ordre des relations entre l'État central et ses démembrements. S'il y a un problème, c'est d'abord la ville de Dakar. Elle sait, il y a des relais, il y a des recours, il y a une autorité administrative, il y a un commissaire au gouvernement qui est le préfet déjà de Dakar. Ensuite, si ça ne marche pas, il y a le ministre des collectivités. Si ça ne marche pas, si c'est le ministre des Finances, il va voir le ministre. Il y a le Premier ministre et en dernier ressort, il y a le président de la République. Mais dès qu'il y a une feuille morte dans la ville, on dit non, on empêche à la ville de travailler. Il faut aussi arrêter ce cinéma-là. Franchement, le président, il a vraiment autre chose à faire que de s'occuper de répartition, de fonds de dotation. Moi, c'est la presse d'ailleurs qui m'apprend ces choses. Parce que vous devez bien imaginer, quand on gère un État, on a d'autres soucis que de s'occuper de ces détails-là, qui sont certes importants, mais qui sont traités à leur niveau approprié. Parce qu'on parle de Casamance, on parle de relations diplomatiques importantes, on parle de sécurité nationale. On parle de prix aux consommateurs, on parle des agriculteurs, on parle de l'autosuffisance. On a suffisamment de choses à s'occuper que de faire de petits calculs politiciens, franchement, qui ne sont pas au niveau d'un président de la République. Donc on nous épargne vraiment de ce débat. Maintenant, si vraiment il y a problème, moi, c'est hier, j'ai interpellé un conseil, tout le monde le sait, le ministre, pour m'expliquer ce qui se passe. Je vois dans la presse, il y a une discrimination, mais je dis, c'est quoi cette discrimination? On m'informe. Et le ministre, c'est à lui d'apporter les clarifications. Ce n'est pas au président de la République, ce n'est pas à mon niveau. Donc, comprenez qu'il n'y a absolument pas de problème particulier entre le président de la République que je suis avec quelques élus locaux que ce soit. Pour 2017, est-ce que je voudrais un bilan économique reluisant ou une coalition forte? J'aimerais les deux. Un bilan extrêmement positif qui se fera, s'il plaît à Dieu. Parce que déjà, ce qu'on a fait est meilleur que les bilans que j'avais trouvés ici. Déjà. Là, nous, on a un problème de communication, je dois reconnaître, madame. Parce que je crois que ce que nous avons fait et ce que nous faisons, nous n'arrivons pas peut-être à le vendre comme il se devait. Mais ce n'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est que les populations bénéficiaires, elles savent. Par exemple, aujourd'hui à Dakar, les inondations, c'est comme si on a oublié. N'oubliez pas, il y a 2 ans, ça a été une catastrophe, au point de nous amener à faire un conseil présidentiel et à lancer un plan décennal sur 700 milliards. C'est cela que nous sommes en train de mettre en œuvre pour apporter des réponses définitives et structurelles. Mais il faut aussi faire de la propagande. Nous ne sommes pas très forts en propagande, je dois le reconnaître. Ni très forts en communication d'ailleurs. Mais bon, jusque-là, ça nous réussit, donc ça va, on ne va pas se plaindre. Parce que chaque jour, quelqu'un m'a dit, M. Président, vous dites toujours, je n'ai pas de communication, mais vous gagnez. Donc c'est l'essentiel. Mais on va améliorer le mouvement en marchant pour davantage expliquer ce que nous faisons, pour davantage vendre les résultats de notre politique. Mais l'essentiel, je pense, n'est pas dans cette cosmétique. L'essentiel, c'est que véritablement, nous améliorions les conditions de vie de nos compatriotes, et c'est ça le plus important. Pour ce qui concerne l'agriculture dans le Saloum, oui, ici nous avons une agriculture pluviale. La modernisation, c'est ce que nous avons fait dans la cour ici,
avec la mécanisation, avec l'amélioration des semences, avec l'amélioration du système de commercialisation. Et aussi, nous devrons poursuivre à travers la diversification de la production notamment de pastèques, la production d'autres variétés culturelles, végétales, d'améliorer les revenus des agriculteurs et aussi de moderniser un peu les cultures en introduisant des cultures à plus forte valeur ajoutée et en rajoutant aussi dans la filière une approche de transformation pour plus de valeur ajoutée. Nous y sommes déjà. La réforme foncière va être très importante pour accompagner ce processus et la transformation des céréales que les femmes font avec beaucoup de dextérité pourra également améliorer les revenus des paysans du Saloum. Pour la grève dans le secondaire, au moment où nous parlons, le gouvernement est en discussion aujourd'hui encore et je pense qu'il devrait aboutir à un accord avec le grand cadre des enseignants. Je pense que sur les plateformes qui ont été données, l'essentiel, pour ne pas dire presque l'ensemble des engagements, a été respecté. Nous avons signé, j'ai signé même à Kaffrine, ou en tout cas on m'a transmis, oui c'est ici que j'ai signé, j'ai promulgué la loi qui a été votée récemment sur la modification du statut des fonctionnaires qui permet la titularisation des corps, des volontaires et vacataires. Donc la titularisation sur les années de vacation et donc la loi a été votée, vous savez, il y a 2 semaines, elle a été promulguée, ce qui permet de faire un certain nombre de rappels pour ces corps émergents. Maintenant, la seule doléance qui restait, c'était d'évaluer les impacts sur les autres aspects de cette titularisation et de voir la soutenabilité et la faisabilité. Et là, le gouvernement remet la commission de discussion avec les syndicats. Une fois que nous aurons arrêté, à la fin de ce processus, nous pourrons faire les rappels additionnels. Donc ça, c'était réglé. Maintenant, il y a eu de nouvelles revendications sur les indemnités de logement, mais on ne peut pas porter aujourd'hui une revendication et dire qu'on l'a satisfait aujourd'hui. Ça, ce n'est pas possible. Et je crois qu'il faut sauver l'année scolaire. Il n'est pas normal, je l'ai dit, qu'on mette plus de 347 milliards dans le secteur de l'éducation et que l'école soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est tous les Sénégalais qui doivent déplorer ce fait et qui doivent intervenir pour que notre école soit sauvée. Encore une fois, je lance un énième appel, un appel vraiment de détresse aux enseignants, pour dire que le gouvernement reste disponible, mais sauvons notre école, sauvons l'année scolaire. Il ne sert à rien d'insister sur des situations qui peuvent être extrêmement graves pour l'avenir de l'école. Par conséquent, j'appelle à la signature d'un accord entre le gouvernement et les enseignants. Et je salue au passage le rôle des facilitateurs, notamment les parlementaires, le Conseil économique et social, qui se sont donnés pour, en tout cas, amener les partis à un accord global et définitif. Donc nous continuons et nous gardons espoir qu'un accord sera trouvé entre le gouvernement et les enseignants. Voilà, je vous remercie. C'est fini. Merci beaucoup. Merci. On va prendre une petite pause pour la Wolof. Mais une petite chose prévue parce qu'on a... Bon, on va prendre 15 minutes. Termine donc la première... ci Kaffrine di xolum ndukkumaan. You said you do it, promise to make good. So far nothing, you can